Au sommaire de cette édition, après 27 mois de travaux, le gouvernement ivoirien a célébré hier, en présence du président Alassane Ouattara, l'inauguration de la mise en service officielle de la phase 3 du cycle combiné de la centrale thermique d'Azito. La nouvelle turbine installée a coûté environ 200 milliards de nos francs. Hier était le dernier jour de l'opération de révision de la liste électorale pilotée par la CEI, mais à compter de ce matin, les retardataires disposent encore de 12 jours supplémentaires pour se faire enrôler ou enregistrer les modifications apportées à leur statut. Les chiffres sont en hausse, 142 morts, nouveau bilan provisoire du crash mardi d'un avion de l'armée en Indonésie. L'appareil avec 122 personnes à bord s'est écrasé dans une zone habitée et les recherches continuent. Nous sommes le 1er juillet, bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel d'Abidjan. Le point du conseil et les décisions prises dans nos prochaines éditions. De 290, la capacité de production de la centrale d'Azito passe à 430 MW. La nouvelle turbine installée pour la phase 3 du projet d'extension de la centrale a été inaugurée hier par le président Alassane Ouattara pour un coût d'environ 200 milliards de nos francs. Viviane Aïma. Autour du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce mardi au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan, pour procéder au lancement des activités du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie, des membres du gouvernement ivoirien ainsi que plusieurs personnalités venues de la sous-région. Il s'agit entre autres des premiers ministres nigériens, maliens, togolais et béninois. Le ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie, dans son allocution de bienvenue, a fixé les objectifs de cette rencontre, visant surtout à faire face aux défis d'accès des populations à l'énergie auxquels sont confrontés les pays de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'énergie durable pour tous, Sea for All, qui a été lancée par le secrétaire général des Nations Unies en 2011. C'est un partenariat multi-acteurs regroupant à la fois les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Le Sea for All vise l'atteinte de 3 objectifs interdépendants à l'horizon 2030, à savoir, premièrement, assurer l'accès universel des services énergétiques modernes. Deuxièmement, doubler le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique. Et troisièmement, doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ces objectifs visent à apporter une solution à la problématique récurrente du système énergétique des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont confrontés aux défis d'accès des populations à l'énergie, à la sécurité énergétique et à la dégradation de l'environnement due à la déforestation et au changement climatique. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui a eu l'honneur de prononcer le discours d'ouverture. Il a saisi l'occasion pour donner l'assurance de l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir l'initiative du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. L'enjeu est d'examiner les conditions optimales de prise de décision pour le financement et l'accélération de la mise en œuvre des projets d'infrastructure et des services publics durables. L'accent sera mis donc sur des propositions de mesures pratiques et applicables qui contribueront à créer des environnements propices à l'investissement privé de type PPP et améliorer les stratégies actuellement mises en œuvre pour le développement national, sous-régional. Je voudrais, mesdames et messieurs, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vous exprimer l'engagement du gouvernement ivoirien à ne ménager aucun effort pour accompagner la réussite de cette belle initiative porteur de prospérité partagée. Le groupe des leaders ouest-africains de l'énergie est composé de hauts responsables politiques et économiques avec pour ambition de répondre aux défis énergétiques de l'Afrique. Il a, au nombre de ses activités, celles ayant trait au renforcement des capacités à développer et partager les compétences en matière d'énergie.
À l'instant, le reportage de Jérôme Kofi Abolin sur les travaux du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. Et je vous propose maintenant la mise en service officielle de la nouvelle turbine d'Azito. C'était hier. Produire de l'électricité en abondance pour permettre le développement de l'industrie et pour offrir au plus grand nombre de ses compatriotes la chance de bénéficier des avantages de cette importante énergie, l'objectif est fixé par le président de la République, Alassane Ouattara, faire passer la production nationale d'électricité d'ici 2020 à 4000 MW. L'inauguration ce mardi après-midi à Yopougon de la 3e unité de production d'électricité de la centrale thermique d'Azito par le président de la République, Alassane Ouattara, est une étape importante vers l'atteinte de cet objectif, ainsi que l'a souligné le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara. Avec la mise en service de cette turbine, la capacité installée atteindra 1772 MW. Nous poursuivrons ainsi la politique de maîtrise d'énergie voulue par M. le Président de la République à travers notamment la centrale thermique de Cyprel, dont la mise en service de la turbine à vapeur de 110 MW interviendra en décembre 2015. L'accroissement de la capacité de production se poursuivra avec la centrale thermique de Bassam, 220 MW en 2016, le barrage hydroélectrique de Soubré de 275 MW en 2017. Le gouvernement travaille également sur plusieurs autres projets qui devraient lui permettre d'atteindre l'objectif que le président de la République ne cesse de me rappeler, 4000 MW en 2020. Cette 3e unité de production qui permet aujourd'hui à la centrale thermique d'Azito d'accroître fortement sa capacité de production d'électricité qui passe désormais de 290 MW à 430 MW offre aussi un second avantage et non des moindres. En effet, grâce à cette technologie de pointe, elle permettra de produire de l'électricité à faible coût. La capacité installée de la centrale augmente de près de 50%. Sans entraîner de consommation supplémentaire de gaz naturel qui nous coûte 44 milliards de francs par an. Des économies qui, à la longue, vont permettre la réduction du coût de consommation de l'électricité. Cette 3e unité de production est le produit d'un partenariat public-privé. Le représentant des bailleurs de fonds, en exprimant sa satisfaction pour la réussite du projet, a dit la disponibilité des bailleurs de fonds à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses projets futurs. Après le pari déjà gagné de l'eau pour tous, place à présent au pari de l'électricité pour tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa satisfaction de voir le départ de la concrétisation de ce vaste projet social. Vous voyez, on a encore un peu plus d'électricité, je dirais beaucoup plus d'électricité, de grande qualité, avec la même production de gaz. C'est une nouvelle technologie et donc nos compatriotes savent que nous sommes préoccupés de faire en sorte que les coupures d'électricité deviennent rares et que la qualité de l'électricité soit la meilleure possible. C'est une belle réalisation et j'en suis très fier et je félicite le Premier ministre, le ministre de l'Énergie et tout le gouvernement. L'inauguration de la phase 3 de la centrale thermique d'Azito marque ainsi le démarrage. Vous l'avez vu tout à l'heure, plusieurs personnalités ont pris part ici à Abidjan à la rencontre du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie, notamment des anciens présidents, des vice-présidents, des premiers ministres et aussi la star internationale Akon. Elles ont toutes échangé avec le président Alassane Ouattara. Abiba Dambélé. Le groupe des leaders ouest-africains pour l'énergie a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Il s'agit du vice-président du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo, des anciens présidents du Nigeria et du Ghana, Olusegun Obasanjo et John Kufuor, et des premiers ministres du Niger, du Togo et du Bénin. Après sa rencontre avec le groupe des leaders ouest-africains pour l'énergie, le président de la République s'est entretenu avec le premier ministre malien. Modibo Keïta était porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai eu l'honneur de remettre à son Excellence un message écrit de son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Et je me contenterai de vous dire que ce message s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et particulièrement à ce moment où l'exigence de synergie et de coopération s'impose à nous tous. Et nous avons eu une oreille particulièrement attentive auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous savez, je suis également arrivé ici pour assister à une réunion d'une importance extrême pour nos pays. Eh bien, une réunion consacrée à la maîtrise de l'énergie, source de progrès, de développement économique et social. Pour sa part, la star internationale Econ, à travers son projet Econ Lighting Africa, qui signifie éclairer l'Afrique, dispose d'un crédit de 500 milliards de nos francs destinés à des projets d'énergie solaire, d'électrification rurale et de formation des jeunes. On est content d'être là et on est très satisfait de voir les Africains, les leaders africains sont en train de se mettre ensemble maintenant pour la solution de l'énergie ici en Afrique. Et nous, la nouvelle génération africaine, on est ici à leur côté aussi pour apporter notre part de solutions qui vont régler les problèmes d'énergie en Afrique. C'est évident parce que je suis africain, mon père et ma mère sont tous des Africains, donc ça m'a donné l'amour de l'Afrique. C'est pourquoi partout où je vais dans le monde, je représente l'Afrique. Je suis d'abord africain avant tout. 14 pays africains sont d'ores et déjà sélectionnés, dont 10 pour la première phase du projet. Il est prévu dans ce cadre l'ouverture d'une académie panafricaine du solaire à Bamako au mois de juillet. Le chef du gouvernement ivoirien s'est rendu hier à la Direction générale de l'économie. Daniel Cablon-Duncan est allé s'imprégner des conditions de travail de ses agents en vue d'améliorer la performance des principaux services. Le reportage est de Hugues Hervé Blé. Des poignées de main aux agents rencontrés dans les bureaux, des paroles d'encouragement à plusieurs autres suivis, des séances photos improvisées. Cette ambiance a marqué la visite de travail du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan à la Direction générale de l'économie. Une visite pour mieux s'imprégner des conditions de travail de ces services, ce qui réjouit le premier responsable des lieux. En un temps record, il a visité chaque bureau, il a interrogé les agents, il a vu dans quelles conditions nous travaillons et je pense qu'il sera attentif à nos préoccupations. Au nombre des missions de la DGE, l'élaboration des notes de conjoncture et l'analyse des déterminants de la croissance économique. Donner à la DGE les moyens d'être plus performante, c'est l'engagement du gouvernement. Le Premier ministre l'a rappelé à ses différents responsables, invités pour l'occasion à poursuivre leurs efforts pour la bonne tenue du programme économique et financier national. Il est donc impératif pour le gouvernement que la Direction générale de l'économie soit fonctionnelle, au mieux de ses capacités et dispose d'outils statistiques modernes capables de traduire fidèlement les évolutions passées et présentes et d'anticiper les évolutions futures de notre économie. Le gouvernement est disposé à vous aider à relever ces défis en vue d'optimiser les performances de la DGE. C'est depuis juillet 2014 que le Premier ministre a entamé une série de rencontres avec l'ensemble des structures du ministère chargé de l'économie et des finances et du ministère en charge du budget. La rencontre avec la Direction générale de l'économie pourrait ne pas être la dernière sur la liste. Sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI et en conformité avec la Constitution et le Code électoral, le chef de l'État ivoirien a pris un décret. Il porte prorogation de la période de révision de la liste électorale à compter de ce 1er juillet. La CEI dispose de 12 jours supplémentaires pour boucler l'opération et les retardataires peuvent donc encore se faire enrôler ou enregistrer les modifications apportées à leur statut d'électeur. Et une des conditions pour se faire inscrire sur la liste électorale, disposer de pièces d'identité nationale. L'Office national d'identification, qui est en pleine phase de confection de ces cartes d'identité, sensibilise alors les populations. Une mission s'est rendue à Daloa, Issia, Zoukougbe et Vavois pour exhorter les populations à se faire établir leur carte nationale d'identité. Serge Coléa. La délégation de l'ONI, l'Office national d'identification, a sillonné les localités de Daloa, Issia, Zoukougbe et Vavois. Il s'agissait pour les responsables de l'ONI de montrer aux populations la nécessité d'avoir leur carte nationale d'identité, un document plus que nécessaire dans l'accomplissement des tâches quotidiennes du citoyen.
Les populations ont été invitées à prendre toutes les dispositions utiles pour se faire établir ce document précieux dont l'opération de confection a été relancée depuis plusieurs mois. Une occasion pour les principaux concernés de présenter quelques préoccupations à la délégation de l'ONI. Ma doléance, est-ce qu'il n'est pas souhaitable que l'ONI crée au moins des bureaux dans les quartiers pour qu'ils puissent recenser vite ceux qui n'en ont pas? Les différentes autorités préfectorales présentes à cette campagne de sensibilisation ont exhorté les populations à se faire établir leur carte nationale d'identité. Ils ont notamment indiqué que les personnes qui se sont fait enrôler en 2008 et qui n'ont pas pu avoir leur carte d'identité sont concernées par cette opération. Réunion du directoire de l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire. Niamien Konan et ses camarades ont planché sur la vie du parti et préparé les futures échéances électorales. Le premier congrès ordinaire est annoncé pour le mois d'août. Serge Collier. Le directoire de l'UPC, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, réuni au grand complet. Pour cette réunion au sommet, à laquelle prennent part une centaine des membres du parti, 2 points sont à l'ordre du jour. La tenue du premier congrès ordinaire et les préparatifs des futures joutes électorales. Sur ce second point, le ministre Niamien Konan, président du parti, a fait la lumière sur les rapports avec le RHDP. Il a également affirmé les ambitions de son parti. L'UPC revendique donc son appartenance au RHDP, à la présidentielle, et juste derrière, vous avez les législatives qui nous tiennent aussi autant à cœur que la présidentielle. Bien entendu, c'est pour nous comme un appel à la mobilisation. En attendant les élections, l'UPC organisera son premier congrès ordinaire au mois d'août 2015. Il se tiendra à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, un congrès qui va permettre aux dirigeants d'être en conformité avec les textes. Depuis notre premier congrès qui était le congrès constitutif, nous n'avons pas fait d'autres congrès ordinaires. À l'unanimité, les membres du directoire ont décidé que nous puissions rapidement faire ce congrès pour renouveler les instances, sinon nous prenons le risque d'être dans l'illégalité. L'UPC, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, existe depuis 2010. Le parti est membre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et à en croire à son secrétaire général, Soro Brahima, il possède une représentation dans toute la Côte d'Ivoire, à l'exception de 2 départements. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2015 se poursuivent ce mercredi. Ils sont plus de 220 000 candidats à y prendre part sur l'ensemble du territoire national. Et ces candidats au bac seront fixés sur leur sort le 20 juillet prochain. C'est la date annoncée pour la publication des résultats. Et pour les admis, la prochaine étape est l'orientation. À cet effet, une conférence sur le thème « Comment s'orienter après l'obtention du baccalauréat » a été prononcée à Boaké. Kader Sogodogo. En terminale, ce n'est pas du tout facile de choisir ce qu'on veut faire après le bac. C'est pour cela que je suis venu à la conférence. Ils sont nombreux ces élèves de terminale qui ne savent pas toujours s'orienter après l'obtention du baccalauréat. À Boaké, au cours d'une conférence, des responsables de l'éducation ont expliqué aux candidats au bac la nécessité de s'orienter tout en tenant compte des débouchés. Se former en fonction de la disponibilité des emplois. Dans un premier temps, c'est de faire l'évaluation de ses compétences propres, de savoir ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Savoir donc ses forces et ses faiblesses et s'orienter en fonction du développement du marché. Il ne peut pas aller dans un endroit ou il ne doit pas aller dans un endroit qui est saturé. Il ne doit pas choisir une filière qui n'est plus porteuse. Et nous, les parents d'élèves, nous, les encadreurs, nous, les enseignants, nous sommes obligés de l'accompagner pour lui donner les bonnes informations afin que son orientation soit réussie. Les examens du baccalauréat 2015 démarrent le 16 juin par les oraux. Avec cette conférence, de nombreux élèves auront la possibilité de s'orienter sans trop de difficultés. Plus de 83% de réussite au CEPE à l'entrée en 6e à Tingrela, bilan jugé encourageant par l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de la ville. Chantal Akanda. À Tingrela, enseignants, élèves et parents d'élèves ont le sourire aux lèvres. La moisson est bonne.
plus de 83% de taux de réussite enregistrés au CEP. Pour l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire, l'heure est au bilan. C'est la consécration du travail effectué par toute une équipe à la tête de laquelle se trouve monsieur l'inspecteur, monsieur Assama. Parce que très tôt, il a mis l'accent sur la formation de l'enseignant. Vraiment, ce résultat reflète le travail qui a été fait. Ces résultats obtenus sont à mettre à l'actif du vaste programme de sensibilisation et de préparation entrepris par l'IEP de Tengrela à l'approche des examens de fin d'année. Une campagne parrainée par Berté Onania, directeur de l'Institut national de la formation professionnelle agricole, fils de la région. Cette sensibilisation avait pour objectif d'amener enseignants, apprenants et parents d'élèves à prendre conscience de l'importance de préparer les enfants à bien affronter les examens. Aujourd'hui, avec ces résultats, les plus heureux sont les élèves. J'ai eu mon entrée en 6e et j'ai eu 146 points. Je remercie les maîtres et l'inspecteur. Côté parents, ils estiment que les sacrifices consentis ont payé et ils ne cachent pas leur fierté. L'IEP de Tengrela a enregistré cette année scolaire un taux d'admission de 83,17% contre 82,23% l'année dernière. Le conseil régional de l'Agnébi vient de réhabiliter 2 bâtiments avec des salles de classe et des bureaux d'instituteurs, histoire de permettre aux élèves d'envisager sereinement la prochaine rentrée scolaire. Thérèse Yoboué. Le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, après la réalisation de projets à caractère social, a décidé d'accorder la priorité à l'éducation. Pour cela, il a dégagé 30% de son budget à la construction et à la réhabilitation des infrastructures scolaires. C'est dans ce cadre qu'il vient de réhabiliter 2 bâtiments scolaires dans les villages de Botende, dans la sous-préfecture de Golouville, à 18 km de Diassali, et à Boussoukro, village de la sous-préfecture de Ndoussi. En livrant les bâtiments comprenant des salles de classe plus bureaux aux populations, le premier vice-président du conseil régional, Martial Eba Assandé, a demandé aux enseignants et aux populations de prendre soin des infrastructures mises à leur disposition. Il a surtout salué et reconnu le mérite des enseignants, surtout ceux de ces 2 villages, pour les bons résultats au CEP et à l'entrée en 6e. En effet, au groupe scolaire de Botende, une élève de 10 ans a obtenu 160,75 points. Elle est déclarée première dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Au groupe scolaire de Boussoukro, on trouve le second régional avec 159,90 points. Pour tous ces bons résultats, Eba Assandé a offert de nombreux cadeaux aux meilleurs élèves et décerné des diplômes d'honneur aux enseignants. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dispose désormais de 4 salles numériques entièrement équipées. Par ce don de 410 millions de francs CFA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'inscrit dans le projet d'appui aux technologies de l'information et de la communication. Serge Colléa. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication constitue une réponse crédible à l'amélioration des contenus d'enseignement, mais aussi un moyen de gestion plus efficace des universités africaines. C'est dans cette optique que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a mis en place le projet d'appui au développement des TIC par le renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme LMD, licence, masters, doctorat. Il s'agit d'un financement de 6 milliards de francs CFA au bénéfice de 8 universités de notre espace. Dans chacune de ces universités, nous installons 200 ordinateurs et 12 serveurs par université, des serveurs de très grande capacité. Nous savons que l'université elle-même recèle des ressources très importantes et aujourd'hui l'opportunité s'offre à nous via ces outils de digitaliser, de numériser toute cette masse d'informations pour commencer déjà à construire une bibliothèque régionale numérique. Il faut qu'on arrive au numérique qui nous permettra d'aborder le processus de l'enseignement à distance. Le gouvernement a déjà promis, dans la première vague, 100 000 ordinateurs à un coût maximum de 50 000 francs pour les étudiants. Il s'agit d'améliorer l'accessibilité des étudiants et des enseignants-chercheurs aux ressources des TIC. Tout le monde pourra maintenant avoir les cours en ligne, les suivre avant même que le professeur
ne vienne donner le contenu du cours pour que l'apprentissage soit un élément de qualité pour que les étudiants soient vraiment rentables sur le marché de l'emploi. Ce programme a été installé grâce au soutien de l'UNESCO. Pour la présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Bakayoko Liramata, ce projet va favoriser la création d'un espace intégré de l'enseignement supérieur. Le ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes signe 5 conventions de partenariat avec des organisations non gouvernementales pour un coût total de 1,7 milliard de nos francs. Il s'agit de permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde de l'emploi. Chantal Akanda. 8 366 jeunes à travers le projet C2D Emploi Jeunes vont pouvoir améliorer et renforcer leur employabilité. Une signature groupée des conventions de partenariat a eu lieu entre 4 ONG et le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en vue de la mise en œuvre technique des activités de ce projet. Pour les bénéficiaires, les attentes sont nombreuses. Nous demandons un suivi jusqu'au dernier retranchement des fonds qui seront décaissés dans les jours à venir afin que le cœur de la jeunesse même en bénéficie. Je suis déjà en activité, mais la convention m'intéresse parce que d'ici là, j'attends un fonds de financement pour pouvoir booster mon entreprise. Le contrat de désendettement et de développement, ce 2D, est un appui financier du gouvernement français à la Côte d'Ivoire. En France, ce sont des opérations qu'on mène habituellement avec Pôle emploi, qui est un peu l'équivalent de votre agence pour la jeunesse et l'emploi, et par ailleurs avec des ONG qui travaillent à la fois sur les aspects d'insertion sur le marché du travail et de financement de la micro-entreprise, les deux à la fois. Alors là, c'est la responsabilité des 4 ONG qui ont été sélectionnées de proposer leur propre méthodologie pour une insertion professionnelle qui soit adaptée au contexte ivoirien. L'emploi jeune, une préoccupation pour le gouvernement. Les conventions qui viennent d'être signées vont permettre d'aider 8 366 jeunes dans la création de leur micro-entreprise et leur formation dans les chantiers écoles pour un coût total d'environ 1,7 milliard. Mesdames et messieurs les responsables d'ONG partenaires, vous êtes désormais contractuellement comptables de l'insertion professionnelle de ces jeunes, de vos jeunes. Nous attendons de vous des résultats concrets au-delà de nos attentes dans les délais impartis. Le projet C2D Emploi Jeunes est coordonné par le Bureau de coordination des programmes emploi BCP Emploi, sous la tutelle du ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Un mot d'environnement, la ville de Yamoussoukro a abrité la 7e édition des Journées africaines de la géotechnique. Il est question d'identifier les programmes de recherche, faire l'état des lieux des équipements, la compétence des laboratoires et examiner les perspectives et modalités de financement des programmes de recherche. C'est un reportage signé Kwadu Kwame. Les Journées africaines de la géotechnique visent à favoriser l'essor scientifique et technologique des laboratoires, des géotechniques et des matériaux de construction en Afrique intertropicale. Dans tous les pays d'Afrique, les routes se dégradent rapidement, il y a des immeubles qui s'écroulent. Nous qui étudions les sols, il était bon que nous puissions nous retrouver ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir réfléchir. 3 ateliers sont donc constitués pour passer au peigne fin toutes ces difficultés. Le dimensionnement des chaussées en Afrique intertropicale, la recherche appliquée en géotechnique et matériaux de construction, enfin expertise et pérennité des infrastructures. Pour l'Association des laboratoires des bâtiments et travaux publics, il est plus qu'urgent de mutualiser les efforts pour garantir la qualité des ouvrages en Afrique. Quand on fait la projection d'une étude, les paramètres de pérennité sont fixés pour une route à 15 ans. Mais qu'est-ce qui se passe que 2 ans après, il y a une dégradation et nous n'avons que nos yeux pour pleurer? Les travaux de Yamoussoukro seront orientés vers la promotion des produits locaux. Le directeur de cabinet représentant le ministre des Infrastructures économiques a mis l'accent sur la recherche. Une recherche qu'appuiera le gouvernement ivoirien. Les 7e Journées africaines de la géotechnique ont pour thème recherche et développement en géotechnique et les matériaux de construction en Afrique intertropicale, bilan et perspective.
142 morts, nouveau bilan provisoire du crash mardi d'un avion de l'armée de l'air en Indonésie. L'appareil avec 122 personnes à bord s'est écrasé dans une zone habitée. Les recherches d'autres victimes se poursuivent dans les débris. Quand il a ouvert le feu avec sa Kalachnikov dans un hôtel, Saifeddine Rezgui savait parfaitement ce qu'il faisait. L'étudiant de 23 ans n'était pas novice dans le maniement des armes. Il a été formé en Libye. Ce sont les déclarations d'un haut responsable tunisien. Saifeddine Rezgui est l'auteur présumé de l'attentat de Sousse qui a tué 38 touristes sur la plage d'un hôtel vendredi dernier en Tunisie. C'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi sur RTI 1 et excellent mois de juillet à vous.